Depuis toujours, on lève les yeux vers le ciel en se posant les mêmes questions. Au fond, comment tout ça marche? D'où est-ce qu'on vient? Et est-ce que l'univers a toujours été là? Cette quête pour comprendre les règles du jeu cosmique, elle nous a mené des mythes anciens jusqu'à la physique la plus pointue. On connaît bien cette histoire. Un scientifique fait une conférence sur le mouvement des planètes et une dame dans le public lui dit que non. Le monde repose sur le dos d'une tortue géante. Le scientifique, un peu perplexe, demande « Et sur quoi repose la tortue ?» Et elle répond sans se démonter « Ah, mais c'est simple, c'est une tour infinie de tortues. » Bon, cette anecdote, elle fait sourire, mais elle nous dit quelque chose de fondamental. Pour comprendre l'univers, on a besoin d'un modèle, d'une image de base sur laquelle tout le reste peut tenir. Alors, quelles sont nos tortues à nous aujourd'hui? Quelles sont les grandes théories qui soutiennent notre vision de l'univers? Des siècles de recherche nous ont apporté des réponses qui, franchement, dépassent l'imagination. Des réponses qui ont remis en question la nature même de l'espace et du temps. C'est ce voyage, les certitudes d'autrefois jusqu'aux découvertes les plus vertigineuses, qu'on va faire ensemble. Il faut s'imaginer que pendant plus de 1500 ans, notre modèle de l'univers, c'était une sorte d'horlogerie parfaite. C'était élégant et surtout, c'était incroyablement flatteur. Pourquoi? Parce que centre de toute cette mécanique céleste, il y avait la Terre, et donc il y avait l'humanité. On était littéralement le centre de tout. Et ce modèle a mis un temps fou à se construire. Déjà, en 340 avant notre ère, Aristote prouvait avec une logique implacable que la Terre était une sphère. Bien plus tard, Ptolémée a vraiment formalisé tout ça avec un modèle géocentrique ultra complexe. Il a fallu attendre la Renaissance et Copernic pour que, hop, le Soleil prenne la place centrale. Mais le grand changement, c'est Newton, en 1687. Là, on ne parle plus de sphère divine, mais d'une force invisible et universelle, la gravité. Voilà à quoi ça ressemblait, cet univers. La Terre, bien tranquille, immobile au cœur de sphères de cristal parfaites. Ce n'était pas juste un modèle pour les astronomes, c'était une vision du monde complète. Ça expliquait le mouvement des planètes, ça collait avec la philosophie, la religion, et ça offrait à l'humanité une place de choix dans un cosmos bien ordonné. C'était rassurant. Quand on met les deux modèles côte à côte, le choc est total. D'un côté, un petit cosmos fini, avec la Terre au milieu. De l'autre, un univers potentiellement infini, qui n'est plus guidé par des sphères parfaites, mais par la loi de la gravité. La Terre n'est plus le centre du monde, elle devient une planète comme une autre, sur une orbite elliptique autour d'une étoile banale. C'est bien plus qu'une révolution scientifique, c'est une révolution de notre place dans l'univers. Sauf que voilà, la théorie de Newton, aussi géniale soit-elle, a créé un nouveau problème, un vrai casse-tête. Si la gravité attire absolument tout, pourquoi l'univers tout entier ne s'est-il pas déjà effondré sur lui-même? Newton, lui, imaginait un univers infini où chaque étoile était tirée dans toutes les directions à la fois, dans une sorte d'équilibre parfait. Mais un tel équilibre, c'est impossible. C'est comme essayer de faire tenir une pyramide de crayons sur la pointe. Cette énigme, elle a ouvert la porte à une remise en question encore plus radicale. Et le héros de cette nouvelle révolution, c'est évidemment Albert Einstein. Pour résoudre le problème de Newton, il n'a pas juste bricolé la théorie de la gravité. Non, il a complètement fait exploser nos concepts les plus fondamentaux, l'espace et le temps. À la fin du 19e siècle, la physique était face à un mur. Une expérience venait de montrer un truc complètement absurde. La vitesse de la lumière est toujours la même. Pour bien comprendre, imaginez qu'on est dans un train et qu'on lance une balle. Sa vitesse va s'ajouter à celle du train, c'est logique. Mais si, dans ce même train, on allume une lampe torche, la lumière, elle, ne se comporte pas comme ça. Sa vitesse sera exactement la même pour nous dans le train et pour quelqu'un qui nous regarde depuis le quai. C'était une violation totale des lois de Newton. La physique était dans une impasse. Et en 1905, Einstein arrive avec une solution d'une audace folle. Il a dit « et si la vitesse de la lumière était la seule chose qui ne change jamais. Pour que ça marche, il faut que tout le reste s'adapte. » Et par tout le reste, il voulait dire le temps. L'idée d'un temps universel, d'une grande horloge cosmique qui bat la mesure pour tout le monde, a volé en éclats. Le temps n'est plus le même pour tout le monde. Il s'écoule plus lentement si on se déplace vite. En fait, l'espace et le temps ne sont qu'un seul et même tissu flexible, l'espace. Ok, pour essayer de se représenter ça, on va prendre une image toute simple. Imaginons qu'on jette une pierre dans un étang. Les vagues forment des cercles qui s'agrandissent avec le temps. Maintenant, si on imagine que le temps est une dimension verticale, ces cercles qui s'élargissent forment un cône. Le sommet du cône, c'est l'événement, le moment et l'endroit précis où la pierre a touché l'eau. Maintenant, on va faire pareil, mais on remplace la pierre dans l'étang par un événement dans l'univers. Disons un flash de lumière. La lumière ne se propage pas en cercle, mais en une sphère qui grandit à la vitesse de la lumière. Si on représente ça dans l'espace-temps, on obtient ce qu'on appelle le cône de lumière. Le cône du bas, c'est le passé, tous les endroits d'où la lumière a pu arriver pour créer cet événement. Et le cône du haut, c'est le futur.
tous les endroits que la lumière de cet événement pourra atteindre. Et là, les conséquences de ce cône de lumière, elles sont dingues. Ça veut dire que seuls les événements qui sont dans notre cône de lumière passé ont pu nous affecter. Et nous, on ne peut affecter que les événements qui sont dans notre cône de lumière futur. Tout ce qui est en dehors de ce cône, pour nous, c'est ailleurs. On en est déconnecté causalement. Un exemple très concret, si le Soleil explosait à l'instant même, on ne le saurait pas avant 8 minutes. Pendant ces 8 minutes, l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité se passe dans notre ailleurs. Le gros problème, c'est que cette relativité restreinte n'était pas compatible avec la gravité de Newton, qui, elle, était censée agir instantanément à distance. Il a donc fallu 10 ans de plus à Einstein pour mettre au point la relativité générale. Et son idée, c'est ça. La gravité n'est pas une force qui tire les objets, non. C'est la masse, comme celle du Soleil, qui déforme, qui courbe le tissu de l'espace-temps autour d'elle. Et les planètes, comme la Terre, ne font que suivre le chemin le plus droit possible dans cet espace-temps tout court. La théorie d'Einstein était magnifique, mais elle prédisait une chose que même lui ne voulait pas croire. L'univers ne pouvait pas être statique. Il devait soit s'effondrer sur lui-même, soit être en expansion. Et c'est finalement une observation astronomique qui va trancher et mener à l'une des plus grandes découvertes de toute l'histoire. En 1929, l'astronome Edwin Hubble fait une découverte qui va tout changer. En regardant les galaxies lointaines, il remarque que leur lumière est systématiquement décalée vers le rouge. C'est un peu comme l'effet Doppler pour le son, le bruit d'une sirène qui devient plus grave quand elle s'éloigne. Eh bien là, c'est pareil pour la lumière. Et ça ne pouvait vouloir dire qu'une seule chose. Presque toutes les galaxies s'éloignent de nous. Et encore plus fort, plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. La conclusion était inévitable, l'univers lui-même est en expansion. Et la conséquence de ça, elle est toute simple, mais elle donne le vertige. Si on rembobine le film de l'univers, si on inverse le sens du temps, toutes ces galaxies qui s'éloignent les unes des autres doivent forcément se rapprocher. Et si on rembobine assez longtemps, on arrive à un moment où toute la matière et toute l'énergie de l'univers étaient concentrées en un seul point, un point incroyablement dense et chaud. L'univers a eu un commencement. À partir de là, les équations d'Einstein nous dessinent plusieurs avenirs possibles pour notre univers. Le premier scénario, c'est le Big Crunch. C'est comme si on lançait une balle en l'air. Si on ne la lance pas assez fort, la gravité la fait retomber. Et bien de la même manière, si l'univers contient assez de matière, la gravité finira par gagner la bataille contre l'expansion, elle va la stopper, puis inverser le processus jusqu'à un grand effondrement final. Le deuxième scénario, c'est l'inverse. Si on lance notre balle assez fort pour qu'elle atteigne ce qu'on appelle la vitesse de libération, elle ne retombera jamais. De la même façon, si l'élan initial de l'expansion était assez puissant, la gravité pourrait bien le ralentir, mais elle ne pourrait jamais l'arrêter. Dans ce cas, l'univers continuerait de s'étendre pour l'éternité, en devenant de plus en plus froid, de plus en plus sombre et de plus en plus vide. Et puis il y a le scénario intermédiaire, le cas parfaitement équilibré. L'univers aurait juste assez d'élan pour échapper à l'effondrement, mais pas un poil de plus. Son expansion ralentirait alors sans fin en se rapprochant de zéro, mais sans jamais vraiment s'arrêter. Alors Big Crunch, expansion éternelle ou équilibre parfait, notre destin cosmique dépend finalement d'un seul chiffre, la densité totale de matière et d'énergie dans l'univers, un chiffre que les cosmologistes s'acharnent encore à mesurer le plus précisément possible. Ce qui est incroyable, c'est que tous ces scénarios, qu'ils finissent en effondrement ou en expansion infinie, eh bien, ils ont un point en commun. Ils ont tous un point de départ. Un moment où la distance entre toutes les galaxies était nulle. Cette idée a été débattue pendant longtemps, jusqu'à ce que des physiciens prouvent que ce commencement n'était pas juste une possibilité, mais bien une nécessité mathématique. Ce point de départ, on l'appelle une singularité. Attention, il ne faut surtout pas l'imaginer comme une explosion qui aurait eu lieu dans un espace qui existait déjà. Non, c'est le commencement de l'espace et du temps eux-mêmes. À cet instant précis, la densité de l'univers et la courbure de l'espace-temps deviennent infinies. Toutes les lois de la physique qu'on connaît s'effondrent. C'est ça, le Big Bang. Mais est-ce que cette idée de singularité n'était pas juste une bizarrerie mathématique, un truc qui n'existe que sur le papier? C'est là que Roger Penrose et Stephen Hawking entrent en scène. En 1965, Penrose a prouvé qu'une étoile très massive qui s'effondre sur elle-même doit inévitablement former une singularité, un trou noir. Et là, Hawking a eu un éclair de génie. Il s'est dit, et si on retournait le problème? Si l'effondrement mène à une singularité, alors l'expansion de l'univers doit en provenir. Ensemble, en 1970, ils ont prouvé mathématiquement que, si la relativité générale est juste, alors le Big Bang n'est pas une simple théorie, c'est une nécessité. Et tout ça nous ramène à notre question du début, mais avec une perspective complètement nouvelle. Si le temps lui-même a une origine, s'il a commencé au Big Bang, alors la question qu'y avait-il avant n'a peut-être tout simplement pas de sens. C'est un peu comme demander ce qu'il y a au nord du pôle Nord.
C'est exactement là, à la frontière entre la physique et la philosophie, que notre compréhension actuelle de l'univers nous laisse, avec un mystère peut-être encore plus grand qu'au départ.